Durant le premier épisode du Diario dell'Alta Via numéro 1 de la Valle d'Aosta, qui se déroulait au pied des grands sommets des Alpes Pennines et du Mont Blanc, nous sommes partis du village de Cemonal, dans la vallée du Lys. Nous avons couché au refuge d'Alpenzou, qui est placé dans un village valser. Après avoir visité et connu ce village, nous avons poursuivi notre parcours en rencontrant quelques alpages et donc quelques personnages de la haute vallée du Lys. Nous avons découvert ainsi une grande richesse humaine. En marchant, nous avons repéré les glaciers du Mont Rose aussi et d'autres sommets moins élevés, mais au grand charme. Le premier passage de l'Alta Via numéro 1 de la Valle d'Aosta est le Col Pinter, placé au pied de la Testa Grigia. Du Col Pinter, nous sommes descendus vers la vallée de Levançon et sommes passés d'abord à côté des lacs de Pinter, deux magnifiques miroirs d'eau. Toujours durant la descente, nous avons connu les villages valsers de Cunea et du Crest, où le refuge du Vieux Crest peut servir en étape. Toutefois, nous avons continué en direction de l'hameau de Soissons, un endroit historien plein de charme. À travers une surprenante forêt, nous nous sommes dirigés vers le village de Resi. Ici, deux refuges peuvent servir en étape pour l'Alta Via numéro 1 de la Valle d'Aosta, le refuge Guide Frascei et le refuge Ferraro. Nous avons ainsi découvert un autre village valser. Village de Resi, notre chemin le long de l'Alta Via numéro 1 continue en direction de la Val Tournanche. Les sommets de l'arête faîtière entre la vallée de Levançon et la Val Tournanche dominent le panorama dès le village de Resi. Il s'agit de sommets très appréciés par les alpinistes d'autrefois. Le départ est en descente et notre prochaine halte sera Fieri, un village où le temps s'est arrêté. Le matin tôt, la forêt se présente magique. La lumière du soleil la rend presque étincelante. D'autres témoignages valsers le long du parcours nous accueillent et nous les découvrons volontiers. Nous arrivons ainsi dans le village de Fieri, qui au XIXe siècle était quasiment le centre touristique de la haute vallée de Levançon. La riche bourgeoisie italienne y passait ses vacances. L'hôtel Bellevue a souvent reçu certains artistes tels que Guido Gozzano, Salvador Gotta et Francesco Pastonchi. Une plaque raconte aux randonneurs et aux touristes le passé de l'hôtel et du village, un passé qui ne se représentera jamais plus. À Fieri, tout parle du passé glorieux de ce village. Nous décidons une petite halte, nous ne sommes pas pressés, et en vaut la peine. Un joli bistrot nous fait plonger dans le passé. De vieilles photos nous racontent des exploits des guides de la famille Frascei. Parmi eux, des personnages font déjà partie de la légende. Il nous faut encore descendre vers Saint-Jacques, le village qui était appelé anciennement le canton des Allemands.
L'endroit semble être projeté dans son passé. Une plaque nous signale que l'abbé Amégoré, le prêtre alpiniste qui participa à la conquête du Cervin du côté valdôtain, vécut ici. Les anciennes maisons se groupent autour de la petite église et de la cure. Il y a des racards très élégants aux balcons presque tous fleuris. À Saint-Jacques, au coin harmonieux, la vie découle suivant les rythmes d'antan. De Saint-Jacques, le sentier qui monte en direction du col de Nannes se déroule à côté de chalets très soignés, habités presque toute l'année. Au fur et à mesure que je monte, le panorama s'ouvre vers les montagnes. Les glaciers et les sommets de la dernière partie du Mont Rose nous sont en face. Ce spectacle est toujours très émouvant. Près de l'alpage de Croux, on rencontre une petite chapelle, témoignage de la foi des montagnards de Saint-Jacques. L'endroit est délicieux. L'alpage de Croux est un point de repère de l'Alta Via, toujours bien marqué. Nous passons devant l'alpage de Nannes d'en bas. Le berger est originaire de l'Europe de l'Est. Communiquer avec lui n'est donc pas facile, mais j'essaie quand même. Nous sommes dans le bassin de Nannes et à ce point le panorama s'ouvre vers le Mont Rose et les autres sommets de la vallée. Le Pollux et le Castor nous montrent là-haut toute leur beauté. Le vallon de Nannes est accessible en vélo aussi, malgré la fatigue de la montée. À la descente, ce sera la joie. Au-dessous des grands sommets, quelques vaches au pâturage. Le vallon est idéal pour la production de fontina. La prairie alpine est parsemée de gros blocs qui annoncent le terrain de la haute montagne. Le Grand Tournalin se trouve au-dessus de nos têtes. Son sommet a été choisi par l'anglais Edward Whymper pour observer le Cervin. La prairie alpine est en fleurs. Elle est ravissante. Au pied des grands sommets, il y a partout de très belles fleurs. Le refuge du Grand Tournalin s'approche, heureusement. Il s'agit d'un bâtiment aux grandes dimensions, moderne et accueillant. Je profite de ces conforts pour m'asseoir et écrire mon journal de bord. Une fois encore, je reparcours la longue journée qui s'est entièrement déroulée dans la vallée de l'Évançon. Avant de me coucher, chaque moment de cette étape revit dans ces petites pages. Du refuge, le sentier de l'Alta Via numéro 1 traverse les pentes raides au pied du Grand Tournalin. En face, il y a le bec de Nannes,
Un sommet très apprécié par les randonneurs qui montent depuis Chennai, le village que nous rencontrerons d'ici quelques heures. On marche bien tôt le matin, l'air est frais et le soleil ne chauffe pas encore trop. Le sentier décrit sur la pente une longue diagonale pour rejoindre les rochers qui soutiennent les dernières déclivités du col de Nana. En montant, je peux observer les différents alpages de ce vallon qui est très exploité. Le sentier de l'Atavia numéro 1 de la vallée d'Ost est ici très bien marqué et parfois se produit sur des marches en pierre qui ont été réalisées par les chantiers du Corps forestier valdôtain. Ici, le terrain est presque lunaire et l'herbe semble se disputer la place avec les pierres. Malgré la présence de nombreuses pierres, les fleurs de la flore pionnière trouvent leur place et se laissent admirer. Le col de Nana s'approche. Je suis à plus de 2700 mètres. Ici, le terrain est vraiment lunaire, presque un désert. Le désert de la haute montagne. Sur le col, nous rencontrons le cairn caractéristique des passages de l'Altavia. On ne peut pas se tromper de chemin. Le panorama touche au grand paradis avec ses glaciers. Les montagnes valdôtaines sont vraiment magnifiques. Après, c'est la descente vers la Valtournenche, la vallée du Marmore et du Cervin. Le vallon de Chennai nous offre un sentier en pente douce, avec ses grands espaces, que nous admirons volontiers. Voici les sommets alignés le long de l'arête faîtière entre la Valtournenche et la Valpeline. Il s'agit de sommets qui dépassent tous les 3000 mètres. Partout, il y a des eaux et des petits lacs, une véritable richesse pour ces pâturages et une joie pour nos yeux. Au pied du col des Fontaines, nous voici encore parmi des eaux. Il n'y a pas de glacier, mais le terrain est calcaire et les eaux de la fonte des neiges et de la pluie coulent sous le terrain. Le panorama nous permet d'admirer finalement les Grandes Murailles et le Cervin, la montagne la plus célèbre au monde. La Dent des Reins aussi nous fait admirer ses rochers et ses arêtes. Elle est un peu plus petite que le Cervin, mais elle est quand même grandiose. Là-bas, au fond, nous découvrons la Conque de Chennai, un village entré dans l'histoire de l'alpinisme.
Une longue descente nous attend et nous permettra d'admirer les sommets qui entourent Chennai. Tout d'abord la baie Kadahan avec ses beaux rochers calcaires et bien sûr le Cervin. Encore un alpage avant la fin de notre descente. Le vallon de Chennai est très exploité. Heureusement, la montagne Valdôtaine n'a pas été abandonnée, ce qui s'est au contraire malheureusement produit dans d'autres régions des Alpes occidentales. Une rencontre. C'est vrai qu'en parcourant l'Alta Via numéro 1, nous n'avons jamais croisé la foule. L'Alta Via numéro 1 est très bien signalée et personne risque de se perdre, même dans les endroits ouverts de la prairie alpine. D'autres randonneurs encore. La conque de Chennai est très fréquentée car on y trouve des balades accessibles à tous. Chennai est très proche. Autrefois, il était habité par de nombreuses familles. Il faut rappeler que Chennai est l'endroit d'origine d'une branche de la famille Carrel, celle du peintre Victor et des guides qui ont écrit l'histoire du Cervin. La pension Carrel a été longtemps la résidence du célèbre guide de haute montagne Louis Carrel, le Carrellino. Tout le monde le connaît. Quelques maisons présentent des fresques. Ces peintures nous témoignent de la foi des montagnards et de l'histoire de l'alpinisme. Une visite à l'extérieur de la pension Carrel me donne l'occasion pour réfléchir à propos de l'importance de l'alpinisme pour la Val Tournanche. Pourtant, de nos jours, l'alpinisme risque d'être oublié par la foule de touristes. Chennai n'a pas de route, comme voudraient quelques entrepreneurs touristiques qui n'ont pas compris la valeur de cet endroit. Pour descendre à Chennai, il faut marcher à peu près une demi-heure. Malgré ça, ou peut-être en raison de ça, le succès touristique de Chennai est en pleine forme. Nous voilà à l'hôtel Panorama, de propriété de la famille Bic. Il s'agit presque d'un refuge, il est très bien soigné. Une fois encore, je peux remplir mon journal de bord. J'ai beaucoup de souvenirs à noter. Je peux affirmer que jusqu'ici, l'Alta Via numéro 1 de la vallée d'Aoste m'a donné de grandes satisfactions. Les lieux, les gens, les montagnes sur ce parcours resteront imprimés dans ma mémoire. Je vous attends pour le prochain épisode.